Dans le cadre des journées d'études de sociologie des Masters 2 de l'Université de Limoges, nous avons eu l'occasion d'enregistrer certaines communications. Il s'agit pour les étudiantes et étudiants de sociologie des universités de Tours, de Poitiers et de Limoges de venir présenter leur mémoire. Aujourd'hui, nous vous partageons l'intervention de Thibaut Beaufils. Il s'appuie sur les résultats de son mémoire dirigé par Thomas Sigaud, intitulé « Les médecins hospitalo-universitaires, chercheurs ou monteurs de projets, la recherche médicale mise au regard de la sociologie des professions ». Thibaut Beaufils s'intéresse aux médecins hospitaliers et aux politiques publiques en mobilisant particulièrement la sociologie des professions, la sociologie des sciences et la sociologie du management contemporain. Après sa présentation d'environ 20 minutes, des questions lui ont été posées. Nous les avons réenregistrées, parfois en les raccourcissant et en les modifiant pour les rendre plus dynamiques. Sur YouTube, vous pourrez retrouver le support visuel de sa présentation. Bonne écoute. Eh bien bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Thibaut donc, et je suis étudiant à l'université de Tours. Avant tout, je tenais à remercier l'équipe organisatrice, bien sûr, du travail réalisé pour nous permettre de nous réunir ces 2 jours. Je vous remercie aussi de me laisser ouvrir le bal. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter mon travail de mémoire qui porte sur l'activité de recherche des médecins hospitalo-universitaires. Ce que je propose, en fait, c'est une analyse de la recherche médicale en s'intéressant au cas de la production des projets de recherche. Alors pour commencer, il faut que je vous explique ce que j'entends par hospitalo-universitaire. J'ai fait un petit schéma pour ça. Quand je dis médecin, vous pensez sans doute aux médecins libéraux, les généralistes ou les spécialistes qui exercent en cabinet. Ça vous évoque aussi peut-être les médecins qui travaillent en hôpital ou en clinique. En tout cas, c'est plutôt du côté du soin qu'on aurait tendance à les ranger. D'un autre côté, vous connaissez aussi les chercheurs qui travaillent en laboratoire de recherche, CNRS, INSERM, etc. Et bien entendu, vous connaissez les enseignants, enseignantes-chercheurs qui sont rattachés à une université, et qui ont une mission d'enseignement en plus de leur mission de recherche. Donc les médecins hospitalo-universitaires, ce sont des individus qui combinent les 3 activités, soins, recherche et enseignement. C'est un statut juridique qui est assez particulier parce qu'il les oblige légalement à répartir équitablement ces 3 activités, mais avec la subtilité qu'il n'y a aucun moyen législatif ni aucune contrainte qui permet de vérifier l'effectivité de cette répartition équitable de leur activité. Ensuite, parmi les médecins hospitalo-universitaires, il y a 2 statuts différents. Les professeurs des universités praticiens hospitaliers, les PUPH, et les maîtres de conférences praticiens hospitaliers, les MCUPH. La différence entre les deux, c'est d'abord une question de carrière. Les PUPH sont plus avancés dans leur carrière et ont passé l'habilitation à diriger des recherches, donc ils peuvent être directeurs de thèse ou de recherche, ce que ne peuvent faire les maîtres de conférences. Et donc mon enquête se base sur 12 médecins hospitalo-universitaires, 11 PUPH, 1 MCUPH, et j'ai aussi rencontré 2 enseignants, enseignantes, chercheurs en santé qui sont pharmaciens, pharmaciennes de formation, ainsi que des administrateurs, administratrices de projets. Donc ça, c'est mon terrain. Pour la suite et par simplicité, je vais désigner les médecins que j'étudie par PUPH. Je précise également que dans cette présentation, je vais désigner les PUPH avec une dénomination masculine, parce que les hommes sont surreprésentés dans cette catégorie. J'ai notamment rencontré seulement une PUPH et une chercheur femme, toutes 2 pharmaciennes de formation, qui se désignent comme chercheurs ou porteurs de projets plutôt que chercheuses ou porteuses. Pendant cette présentation, je vais d'abord, avec un cadrage théorique, prendre un temps pour présenter mon objet de recherche et expliquer pourquoi je m'intéresse au PUPH. Je présenterai ensuite la problématique utilisée pour cette présentation. Enfin, j'ai choisi de présenter un résultat que j'ai découpé en 3 parties. Je montrerai d'abord que ce sont des subalternes au PUPH qui font la recherche médicale, que les PUPH tiennent 2 tendances discursives vis-à-vis de la recherche. Et enfin, j'ai relevé 3 stratégies individuelles et collectives vis-à-vis des projets de recherche. Alors sans doute connaissez-vous déjà le concept de New Public Management, qui consiste en un ensemble de principes qui préconisent l'application dans le public de méthodes managériales issues du privé. Parmi ces méthodes, il y a l'usage des projets, qui devient un mode d'organisation privilégié pour le pilotage des dépenses publiques. Pour définir un projet, je vais utiliser une définition assez holistique de Graber et Giraudot. Selon eux, un projet, c'est toute action qui doit être l'objet d'un examen préalable par une instance de validation ou de financement. Et on nomme plus communément ces instances de validation des guichets. La recherche publique, c'est un service public assez emblématique du financement par projet, parce qu'un tel mode est apparu dans la recherche dès les années 1970, et ça s'est développé jusqu'en 2005, année à laquelle se généralise une politique de recherche essentiellement financée par projet,
avec la création de l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Ce mode de financement, il entraîne plusieurs conséquences. D'abord, à l'échelle institutionnelle, il implique un plus grand contrôle des orientations de la recherche par les pouvoirs publics. Ensuite, à l'échelle des organisations, les laboratoires de recherche et les chercheurs sont mis en concurrence. Enfin, à l'échelle des chercheurs, leur travail évolue. Ils et elles doivent développer de nouvelles compétences relationnelles, managériales et administratives, notamment pour constituer des dossiers pour répondre aux appels à projets. Pour autant, il y a aujourd'hui assez peu de résistance dans le champ de la recherche face à ce fonctionnement. Et les contestations sont limitées parce qu'il y a une partie des chercheurs qui trouvent dans les projets un moyen de court-circuiter les hiérarchies qui sont déjà établies. Mais ce qui m'a le plus étonné et qui a été un peu à l'initiative de mon enquête, c'est que sur mon terrain de l'année dernière, où j'avais déjà rencontré des PUPH, j'ai découvert que même les chercheurs, a priori les plus dominants du champ de la recherche, montent des projets. Un des premiers éléments qui m'est apparu en allant sur le terrain, qui est un peu la partie émergée de l'iceberg, c'est que les PUPH n'ont pas le temps de faire de la recherche. En fait, la partie clinique, elle prend le dessus sur les deux autres activités. Bon, ça varie beaucoup d'un PUPH à l'autre parce qu'ils ont quand même une grande autonomie pour la définition de leur activité. Mais dans plusieurs semaines type, il est souvent question d'une demi-journée à une journée de recherche par semaine, puis du travail chez eux le soir et le week-end. On est loin en tout cas de la répartition équitable légale, mais ça, c'est pas vraiment une surprise parce que déjà en 2018, une enquête de la Cour des comptes mettait déjà en garde sur cette situation. Et c'est ce que montre cet extrait de rapport sénatorial qui indique que le triptyque des missions confiées au CHU, soins, formation, recherche, est dans la pratique largement déformé au profit de l'activité de soins. Donc j'en viens à la question directrice de cette présentation. Comment, alors qu'ils n'ont pas le temps de faire de la recherche, les PUPH s'accommodent-ils des contraintes du financement par projet ? Au début, je pensais que ce n'était pas les PUPH qui réalisaient la totalité du travail de montage, mais qui étaient en partie délégués, voire relégués à des travailleurs subalternes. C'était mon hypothèse. Dans cette situation, les PUPH ne s'occuperaient alors que de ce qu'ils considèrent comme essentiel à leur travail et dont ils tirent le plus de prestige et d'estime. Cette hypothèse, elle mobilise deux concepts de sociologie des professions. Le sale boulot d'Everett Hughes, c'est-à-dire le travail qui peut être délégué car considéré comme ingrat, et son opposé, le vrai boulot d'Alexandra Bidet, qui constitue le cœur du travail d'après les travailleurs et travailleuses. Mon hypothèse était de considérer que dans la construction des projets de recherche, le vrai boulot serait le travail considéré comme scientifique, opposé au sale boulot administratif. Bon, j'espère que j'ai réussi à capter votre attention jusqu'ici. J'en viens au résultat que je voulais vous présenter aujourd'hui. D'abord, il faut savoir que la recherche médicale a peu été étudiée, contrairement aux autres aspects du travail médical. Et en étudiant cet aspect-là, j'ai découvert une division sociale du travail médical, jusqu'alors peu connue de la sociologie. En plus de la hiérarchie bien établie de l'hôpital qui place les médecins au-dessus de tout le paramédical, les aides-soignants, aides-soignantes, infirmières, infirmières, etc., j'ai mis en évidence un système hiérarchique supplémentaire qui place les PUPH au-dessus des équipes de recherche médicale, les ingénieurs, attachés de recherche, étudiants, étudiantes, internes, etc. Et je trouve l'extrait suivant assez représentatif de la vision qu'ont les PUPH de leur rôle vis-à-vis des personnes qui font la recherche. Donc là, il s'agit d'un PUPH de 36 ans, un médecin passé PUPH il y a moins de 2 ans, qui est aussi chef de service. Et il dit « Mon rôle, c'est plus de trouver les gens et de diriger des projets que de le faire moi-même. C'est plus mes étudiants en master ou mes doctorants qui font le travail de terrain, plus que moi. » Là, il se décrit lui-même comme un catalyseur. Il dit aussi, on est là pour trouver le financement pour le projet de recherche et faire que ça se passe bien et qu'il, donc son étudiant, puisse restituer ses compétences, qu'il soit performant. Ici, il assume que ce sont ses étudiants en master et ses doctorants qui réalisent le travail de recherche. Selon lui, son rôle, c'est plus de diriger la recherche et de trouver des financements. On est plus dans le registre de la performance, qu'il puisse restituer toutes ses compétences, qui rappelle davantage l'usage d'une force de travail. C'est le PUPH qui dirige la recherche avec un rôle de manager de son équipe de recherche, en partie composée d'étudiants. La division sociale du travail de recherche, entre d'un côté celles et ceux qui réalisent les manipulations et de l'autre les personnes qui dirigent, ça c'est pas forcément une nouveauté. Par exemple, Bruno Latour, il faisait déjà référence en 1987, mais dans le cas de la recherche médicale, cette division est exacerbée par la situation des PUPH qui n'ont pas de temps à consacrer à la recherche. Malgré ce premier constat, les PUPH considèrent quand même faire de la recherche. Et en effet, ils ont des pratiques de recherche. Les seules pratiques qui sont permises par leur situation,
c'est-à-dire celles qui peuvent être réalisées de façon intermittente, produire des projets, gérer des équipes. Sur le terrain, j'ai donc rencontré 2 tendances discursives non exclusives. Ils peuvent se considérer soit comme des managers de la recherche, soit comme des monteurs de projets de recherche. Alors j'ai décidé d'utiliser des tendances discursives plutôt que des idéotypes, parce que les PUPH sont un peu au cœur d'un écosystème tellement complexe qu'aucun n'a de position sociale suffisamment proche pour être assimilé au même idéal type, dans mon corpus tout du moins. Et donc parler de tendance me paraît un compromis plus cohérent qui permet de rendre compte au mieux de la complexité du terrain. J'ai donc relevé 2 tendances. Pour la première, ils se considèrent comme des managers de la recherche. Dans ce cas-là, le PUPH est un coordonnateur, un pilote, un chef d'orchestre, un manager qui va chercher les personnes, qui organise, qui articule le projet, qui identifie les partenaires. Ici, on est pleinement dans la figure managériale de Boltanski et Chapello, figure issue du management privé. La seconde tendance, c'est celle de se considérer comme monteur de projet. Pour eux, monter des projets, c'est faire de la recherche. Et là, c'est plutôt les notions de vrai boulot, sale boulot que je vais mobiliser. Pour cette tendance, la partie montage de projet, elle est essentielle parce qu'elle permet d'obtenir des financements pour faire de la recherche. D'un autre côté, c'est ce qu'ils considèrent comme étant la partie irritante, voire chiante du travail de recherche. Ils ne peuvent pas la déléguer parce que c'est un travail qui nécessite une vision globale et de toute façon, ils n'auraient pas le temps de faire autre chose. Donc si je reprends les notions de vrai boulot et de sale boulot, pour eux, leur vrai boulot, c'est imaginer le projet et analyser les résultats. Tandis que le sale boulot, ça serait le montage de projet en lui-même. Mais j'ai mis un point d'interrogation à sale boulot parce que le sale boulot est censé être structurant dans l'organisation du travail. C'est ce qui est censé être relégué, alors qu'ici, les PUPH se retrouvent dans l'impossibilité de déléguer ce travail. A contrario, ils se voient dans l'obligation de déléguer une partie de ce qu'ils considèrent comme étant du vrai boulot, c'est-à-dire produire des résultats en laboratoire. On a donc une situation qui produit comme une contradiction interne à certains PUPH, une tension. Et pour résoudre cette tension, les individus ont développé des stratégies pour tout de même tirer des bénéfices de cette situation, ou bien pour la contourner. Malgré cette situation qui peut sembler inconfortable, les PUPH élaborent des moyens pour s'accommoder du montage de projet. Le premier moyen que j'ai relevé, c'est une stratégie discursive. Certains PUPH poussent la tendance manager de la recherche dont j'ai parlé juste avant au maximum en mettant en avant l'aspect créatif de leur travail. Ils conçoivent, ils créent des projets. La production d'un projet, dans ce cas-là, devient presque pour eux un art, d'où les PUPH tirent une forme d'exaltation et une source de plaisir. Ici, on est pleinement entré dans la figure du manager de Boltanski et Chapello. Manager qui est porteur d'une intuition créatrice. Cette position est opposée dans les discours au registre lexical du montage, qui est décrit comme réglementaire ou administratif. La deuxième stratégie, elle est plutôt collective, puisqu'il s'agit de tirer le maximum de bénéfices des projets de recherche qu'ils font réaliser par des subalternes. Obtenir des projets, ça leur permet à terme d'écrire des publications scientifiques et de faire des communications en congrès, ce qui leur permet de se faire identifier par leurs pairs comme des spécialistes du sujet qu'ils présentent et de développer leur réseau. Les publications scientifiques, en fait, ils agissent comme une vitrine pour les PUPH, ce qui n'a pas d'équivalent avec le soin et encore moins avec l'enseignement. À terme, ça leur permet de pouvoir produire des projets plus ambitieux qui nécessitent des alliés plus importants, plus puissants. Et la production d'un projet, finalement, amène à la production d'autres projets de plus en plus importants. Enfin, la troisième stratégie, c'est une stratégie individuelle de contournement des projets. Elle est marginale, mais elle existe. J'en ai relevé 2 cas qui sont à la fois aux marges de la recherche par projet et aux marges de la légalité. Le premier cas, c'est le professeur Fabien. C'est un neurochirurgien PUPH de 46 ans et de toute sa carrière, il a tenté qu'un seul montage de projet qui a échoué. Par conséquent, il préfère faire ce qu'il appelle de la recherche rétrospective. C'est de l'analyse de données, en fait, des données patients de l'hôpital qu'il analyse statistiquement. Et il associe cette recherche à de la recherche facile, selon lui. C'est un cas particulier parce qu'il publie beaucoup, alors qu'il ne dirige ni de projet de recherche et qu'il ne monte pas de projet tout court.
Il peut donc publier beaucoup parce qu'il ne respecte pas les règles de protection de données patients et il admet être dans l'illégalité pour aller plus vite. Notamment, il me racontait qu'il n'hésite pas à appeler ses copains d'autres CHU pour récupérer des données patients pour faire des agrégats. Le deuxième cas, c'est le professeur Aurélien, un hématologue de 53 ans, PUPH aussi, chef de service et chef de pôle. Et dans sa carrière, son premier financement de projet, il s'est fait grâce à un partenariat industriel. Et en fait, depuis, il semble avoir cherché des financements alternatifs tout au long de sa carrière, lorsque ses projets étaient refusés par des guichets publics, ce qui est arrivé souvent. Et donc, c'est finalement des plans B qu'il a toujours utilisés. Et j'ai un petit extrait d'entretien qui, pour moi, est assez éloquent. Il dit « J'ai utilisé clairement une collusion entre mon statut de prescripteur de médicaments et mon statut de chercheur. Et donc, quand je vois la quantité de patients qu'on pourrait vacciner avec leurs produits, je leur ai dit, de façon un peu salaud, moi, je veux ma part du gâteau. » Donc, c'est une négociation non officielle qui s'apparente à du commerce, qui décrit ici. Et c'est de cette façon qu'il a pu embaucher quelqu'un pour réaliser un projet de recherche, par exemple. Pour conclure, ce ne sont donc pas les PUPH qui font la recherche. Ils se concentrent sur la partie production de projet et la valorisation des résultats. Et mon hypothèse selon laquelle une partie du travail de montage et du sale boulot est partiellement validée. Dans la production de projet, il y a bien une partie du travail qui est considérée comme du sale boulot, mais celle-ci ne peut être totalement déléguée. En fait, ils se retrouvent, les PUPH, dans une situation où ils ne peuvent pas ne pas monter de projet. En réponse, ils mettent plus en avant l'aspect créatif des projets et ils arrivent à tirer un maximum de bénéfices du travail de montage sous la forme d'un prestige dans la profession médicale. Certains cas plus marginaux développent des stratégies de contournement du financement par projet. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez arrivé à me suivre jusqu'au bout. Et si ce n'est pas le cas, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. À présent, nous allons pouvoir passer aux questions qui lui ont été posées. Est-ce que c'est difficile de trouver des enquêtés PUPH? Et comment es-tu parvenu à entrer sur le terrain? Puis tu as évoqué que tu as travaillé sur eux lors du M1. Qu'est-ce qui a changé avec le M2? Puis aussi, j'aimerais savoir, est-ce que tu sais pourquoi certains usent de certaines stratégies et d'autres de stratégies plus marginales? Quelle est la différence entre ces PUPH? Merci pour ces questions. Alors d'abord, la question méthodo. L'entrée sur le terrain, en fait, c'est plus une opportunité de terrain. J'ai la chance d'avoir un directeur de mémoire qui a des connaissances, qui a déjà des entrées sur le terrain du CHU de Tours. Et donc, il m'a donné 2-3 contacts qui ensuite, par réseau, m'ont recommandé en fait, d'autres PUPH. Donc l'entrée sur le terrain n'a pas été si compliquée que ça, à partir du moment où j'avais déjà un document à leur envoyer lors de la première prise de contact et que j'avais déjà un discours préconstruit pour leur présenter mon sujet. Ensuite, l'enquête de M1, c'était un petit peu différent. Je m'étais intéressé à l'intelligence artificielle, à l'usage de l'intelligence artificielle par les médecins. Et j'ai pas rencontré que des PUPH, j'ai rencontré aussi juste des praticiens hospitaliers. Et je sais plus c'était quoi ta question précisément, la différence entre les deux, est-ce que j'ai vu une différence? Pas vraiment, parce que du coup c'était pas exactement le même sujet. C'est juste le sujet de la recherche est venu un peu en second sur le M1 et ça m'a amené à ces questionnements quand même de voir quand est-ce qu'ils trouvent du temps pour faire de la recherche. Et enfin, pourquoi certaines stratégies plutôt que d'autres? J'ai pas de réponse exacte parce que en fait la particularité du terrain, déjà c'est des médecins qui sont un peu les plus dominants du champ médical par rapport à d'autres médecins. Donc ils ont un peu, ils ont une façade quoi, ils ont des discours préconstruits. En 1 heure d'entretien, c'est difficile d'aller plus loin que cette façade. Mais ce que je peux dire, c'est que ils ont quand même une certaine autonomie pour faire ce qui leur plaît le plus dans leur travail. Ce qui fait que j'ai pas l'impression qu'ils choisissent souvent la difficulté.
Dans le sens, s'ils ont eu l'opportunité d'avoir des contacts industriels, ils vont se lancer là-dedans. C'est plutôt, je pense, par opportunité dans leur parcours qu'ils ont choisi telle ou telle stratégie pour s'accommoder des projets de recherche. Mais du coup, ce serait lié à leur trajectoire. Trajectoire professionnelle, sociale. S'ils ont fait leurs études à Tours, ça change parce qu'ils n'ont pas le même réseau, ils ont un réseau plus local, mais très ancré, très dense localement, alors qu'il y en a beaucoup qui viennent de la PHP, des hôpitaux de Paris, d'autres qui ont fait des parcours un peu internationaux. Donc ça dépend aussi des spécialités, parce que toutes les spécialités sont un peu différentes. Des neurochirurgiens sont pas du tout... c'est pas... Un hématologue n'a pas le même réseau qu'un cardiologue, parce que il n'y a pas le même nombre de pratiquants, c'est pas les mêmes pratiques, c'est pas les mêmes... Enfin, ça varie beaucoup d'une spécialité à l'autre, en tout cas. Et voilà. Ça rejoint la question méthodologique, mais c'est vrai que c'est un public particulier et particulièrement dominant, c'est-à-dire en haut de la hiérarchie sociale. Toi, avec ta posture de chercheur en sociologie, est-ce que tu as pu un peu vivre ou subir, comme d'autres ont pu le vivre avant toi, cette inversion où tu subis presque plus le discours et la position prise en amenant avec eux leur institution universitaire? Pour le coup, c'est mon terrain de l'année dernière qui m'a un peu aidé. Parce que l'année dernière, j'ai l'impression d'avoir plus subi quand même, d'être arrivé devant déjà un milieu que je connaissais pas du tout, sur des discours avec des mots très techniques. Enfin, il y a plein de spécialités médicales que je ne connaissais pas du tout. Et je me retrouvais aussi dans la position de l'enquêter. C'est-à-dire que j'arrive dans le bureau du médecin, qui est d'habitude l'enquêteur, et moi j'arrive à la position, enfin à la place du patient en tant qu'enquêteur, donc ça fait un retournement un peu qui a l'air pas facile à vivre pour eux peut-être. Enfin, je dis pas qu'ils étaient en difficulté, mais c'est plus moi que ça a mis en difficulté en tout cas. Mais le fait d'avoir déjà cette expérience, ça a fait que j'étais un peu plus, j'arrivais à tenir un peu plus mes positions cette année. Et aussi, mine de rien, je pense que le fait que ce soit des enseignants, ça a aidé aussi. Parce que beaucoup me prenaient, donc du coup ça a été quelque chose à objectiver, mais beaucoup me prenaient pour un étudiant, en fait, comme un de leurs internes. J'en ai un qui me disait, bon, je fais pas votre mémoire, mais à votre place, je réfléchirai à cet aspect-là. Donc il y avait cette position qui a atténué. Et aussi, je pense que je suis un peu plus âgé que d'autres étudiants, ce qui fait que ça me mettait presque à la place ouais, des internes, en fait. Je pense que j'ai l'âge des internes, ce qui se rapproche de leurs collègues, en fait, presque. Si j'ai bien compris, ils délèguent le sale boulot aux autres, mais une partie de ce sale boulot consiste à faire la recherche à leur place. Mais on pourrait considérer que le sale boulot, c'est le fait de monter des projets, de se plier à ces contraintes qui sont d'aller chercher les financements, de faire beaucoup d'administratifs et donc de faire moins de recherche. Si c'est perçu comme le sale boulot, on y voit potentiellement une inversion. On pourrait imaginer que ces gens-là aiment faire de la recherche plutôt que de l'administratif. Ouais, sur la notion du sale boulot, en fait, dans pas mal de discours, ouais, le côté administratif de montage de projet, c'est du sale boulot. Et en même temps, il y a un niveau supplémentaire où dans le montage de projet, ils conservent que la partie plus scientifique, qui est pour eux la partie, donc monter le dossier scientifique, qui est la partie donc un peu exaltante. Ça, pour eux, c'est un peu le vrai boulot du sale boulot, on peut dire ça. Et à côté de ça, il y a une partie plus montage de projet, montage financier, vraiment dire tant d'heures seront nécessaires pour faire ça et ça nécessitera tant de techniciens, techniciennes. Ça, il y en a certains qui le font, d'autres qui le délèguent à des cellules d'aide au montage. Ou alors parfois, donc des cellules d'aide au montage, c'est des équipes qui sont dédiées au CHU ou à l'université, qui sont payées par ces institutions pour aider au montage comme ça. Parfois même, il y en a qui embauchent des cabinets de conseil pour les gros projets européens pour faire cette partie-là. Et finalement, si je regarde tout à plat de façon globale, qu'est-ce qui reste aux chercheurs? Qu'est-ce qui reste au PUPH? Et ben, pas grand-chose à part la communication, parce qu'il y a tout leur travail qui est potentiellement délégable.
tous les types de travail, ont été délégués à d'autres personnes, en fait, à part la communication des résultats. Nous souhaitons remercier Thibaut Beaufils d'avoir accepté que nous enregistrions sa présentation. Merci à vous pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.